Dans l'année 2600, la professeure Olivia, une physicienne brillante, invente un appareil appelé le réflecteur temporel. Ce réflecteur permet aux utilisateurs d'observer leur propre passé à travers une surface réfléchissante, sans avoir à voyager physiquement dans le temps ni interagir avec le passé. L'appareil capture les particules de lumière émises dans le passé et les projette sur la surface du réflecteur, créant une image en temps réel de l'utilisateur dans le passé. Un jour, la professeure Olivia décide d'utiliser le réflecteur temporel pour se voir travailler sur le prototype de l'appareil exactement 1 an auparavant. En observant son ancien elle remarque une erreur dans ses calculs qui, si corrigée, aurait abouti à un réflecteur temporel plus efficace et plus puissant. Intriguée, elle décide d'écrire l'équation corrigée sur un morceau de papier et de le tenir devant le réflecteur, espérant que son elle du passé la remarquera et effectuera les changements nécessaires. À sa grande surprise, son elle du passé voit l'équation corrigée dans le réflecteur, fait les modifications et crée avec succès une version plus avancée du réflecteur temporel. En conséquence, la version de l'appareil que la professeure Olivia utilise actuellement cesse d'exister, car le modèle amélioré l'a remplacé. Cependant, cela soulève une question. Si le réflecteur temporel amélioré n'existe que parce que le elle du passé a vu l'équation corrigée grâce à l'appareil d'origine, comment le réflecteur d'origine peut-il cesser d'exister tout en étant la source de l'information qui a conduit à son amélioration? Ce scénario décrit un exemple classique du paradoxe ontologique, également connu sous le nom de paradoxe de la boucle causale, qui détaille une boucle infinie de causes et effets autour d'une information, d'un objet, ou même d'une personne, sans point d'origine discernable dans un scénario de voyage dans le temps. Cette histoire n'est qu'un des nombreux paradoxes qui gravitent autour du concept du voyage dans le temps, et les choses deviennent encore plus confuses en creusant davantage. Mais il existe un moyen de réaliser cela sans détruire l'univers, et vous allez découvrir comment faire. Chaque instant qui passe nous fait voyager du passé vers le présent, puis vers le futur, le temps s'écoulant toujours dans la même direction. Jamais le temps ne semble ni s'arrêter, ni reculer. L'axe du temps pointe toujours vers l'avant pour nous. Le fait qu'il existe une flèche du temps signifie que chaque moment est unique. Aucun moment ne se répète jamais, et aucune expérience ne peut être une copie exacte d'une autre. Lorsque nous examinons les lois de la physique, de Newton à Einstein, de Maxwell à Bohr, elles semblent toutes traiter le temps de manière égale dans les deux directions. En termes plus simples, les équations qui décrivent comment fonctionnent les choses ne favorisent ni le fait que le temps avance, ni qu'il recule. Selon ces équations, les systèmes qui suivent les lois de la physique devraient se comporter de la même manière, que le temps avance ou recule. Pourtant, dans notre expérience quotidienne, le temps ne fait qu'avancer. Alors pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction spécifique malgré les équations neutres sur le temps de la physique? Pas tout le monde ne prend cela pour acquis, comme le montre Albert Einstein, dont la théorie de la relativité restreinte de 1905 affirmait que le temps est une illusion qui se déplace en fonction de l'observateur. Peu importe où ou quand vous vous trouvez dans l'espace-temps, vous expérimentez toujours les mêmes lois de la physique. Les constantes fondamentales restent les mêmes à travers l'espace et le temps, tout comme nos notions de masse, de distance et de durée. Les règles fabriquées à partir d'atomes auront toujours la même longueur, et les appareils comme les horloges créées pour mesurer le temps montreront constamment que le temps passe à un taux universel d'1 seconde par seconde pour tous les observateurs. Il n'y a jamais d'exception à cela, que ce soit selon les lois de la théorie quantique ou celles de la relativité générale d'Einstein. Pour comprendre ce concept, il faut d'abord comprendre les concepts d'entropie et de symétrie du temps. L'entropie peut être décrite comme une mesure du désordre ou de la randomisation d'un système, ou encore comme une mesure de l'énergie ou du chaos au sein d'un système isolé. En d'autres termes, dans un système fermé, les processus ont tendance à passer d'un état de faible entropie, plus ordonné, à un état de haute entropie, moins ordonné. La fonte de la glace est un exemple parfait pour expliquer l'entropie, car les molécules de glace sont disposées de manière ordonnée, et lorsque la glace fond, les molécules deviennent libres et plus désordonnées. On peut dire que l'entropie du système a augmenté. L'entropie est l'un des rares processus qui ne peut pas être réversible dans le temps. La symétrie du temps peut être comprise simplement avec cette analogie.
Si le temps était symétrique, une vidéo d'un événement réel semblerait réaliste qu'elle soit jouée à l'endroit ou à l'envers. Par exemple, une vidéo montrant un pendule oscillant sans résistance ou friction semblerait identique si la vidéo était jouée en arrière. Le système est alors symétrique dans le temps. Cependant, dans la vie réelle, le balancement du pendule finit par s'arrêter, ce qui n'est pas réversible dans le temps. En avançant, l'énergie cinétique du pendule se dissipe et l'entropie augmente. Nous pouvons comprendre la direction du temps en observant comment les atomes, molécules et objets s'organisent au fil du temps. Si nous voyons plus de désordre dans l'état du monde, cela indique le futur. Inversement, si le désordre diminue, la flèche pointe vers le passé. Ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau fondamental, dans les lois de la physique, il n'y a pas de distinction claire entre le passé et le futur. Le temps est un peu comme l'espace. Si vous êtes dans l'espace, il n'y a pas de véritable différence entre haut et bas ou gauche et droite. Vous ne ressentez ces directions que par rapport à d'autres objets. De même, les lois de la physique ne distinguent pas intrinsèquement entre le passé et le futur. Le temps n'est pas seulement une dimension spatiale. Il est impliqué dans le calcul de la séparation des événements, souvent exprimés en nombres imaginaires comme des kilomètres par heure ou des mètres par seconde. Dans le monde microscopique des particules, la plupart des processus physiques sont considérés comme symétriques dans le temps, ce qui signifie que si nous devions inverser le sens du temps, les règles théoriques qui régissent ces processus seraient toujours valides. Cependant, à une plus grande échelle, comme dans la vie quotidienne, le temps semble souvent ne pas se comporter de manière symétrique. Il existe un flux ou une direction perceptible au temps. Au niveau macroscopique, les lois fondamentales de la physique, telles que les lois du mouvement de Newton, la loi de la gravitation et l'équation de Schrödinger, n'indiquent aucune direction spécifique pour le temps. Elles sont symétriques dans le temps. Cependant, il existe une exception, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que dans un système isolé, l'entropie a tendance à augmenter avec le temps, comme je l'ai expliqué précédemment. La conséquence de cette loi est qu'elle est irréversible. C'est l'entropie qui nous empêche de voyager dans le passé. Un exemple de cela est la façon dont le café froid et le lait se mélangent pour donner un café au lait tiède. Curieusement, ce processus ne se renverse jamais spontanément. Le café et le lait ne se séparent pas d'eux-mêmes. Une fois qu'un système atteint son état entièrement désordonné, ou son état d'entropie maximale, l'équilibre, il n'y a plus de direction spécifique pour une augmentation de l'entropie qui déterminerait la flèche du temps. Cela suggère que l'expérience du flux du temps indique un état de non-équilibre. Le défi fondamental réside dans la compréhension de la manière dont l'irréversibilité macroscopique de l'entropie, comme le mélange du café et du lait, émerge à partir de processus microscopiques qui sont intrinsèquement réversibles. Le physicien Arthur Eddington, dans ses travaux ultérieurs, a identifié d'autres flèches du temps. Examinons quelques-unes d'entre elles. Flèche thermodynamique du temps. La flèche thermodynamique du temps est dictée par la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi implique que le temps est asymétrique en ce qui concerne l'entropie dans un système. Cette asymétrie peut essentiellement être utilisée pour distinguer le passé du futur, même si mesurer l'entropie ne permet pas de mesurer le temps. Si l'entropie augmente, la flèche du temps pointe vers le futur, et si l'entropie diminue, la flèche du temps pointe vers le passé. Au fil du temps, l'entropie a continuellement augmenté, ce qui a largement déterminé la flèche thermodynamique du temps. Flèche cosmologique du temps. Notre univers observable a commencé dans un état très ordonné, connu sous le nom de Big Bang, et depuis lors, il s'est étendu, avec un niveau d'entropie qui ne cesse d'augmenter. Le mystère réside dans la raison pour laquelle l'univers a commencé dans un état initial aussi ordonné, appelé l'état de faible entropie du Big Bang. Cette question est liée à la flèche cosmologique du temps, qui indique la direction de l'expansion de l'univers. Les cosmologistes modernes travaillent à résoudre cette énigme fascinante. Comme l'a noté Richard Feynman, la flèche du temps ne pourra pas être entièrement comprise tant que le mystère du début de l'univers ne sera pas éclairci de manière scientifique. Flèche causale du temps. Dans nos expériences quotidiennes, une cause précède toujours son effet. Par exemple, un œuf se casse parce qu'il tombe, et non l'inverse. L'œuf ne tombe pas parce qu'il est cassé. Ce lien entre la causalité et la flèche du temps est clair à notre échelle humaine. Cependant,
Au niveau fondamental, les lois de la physique ne montrent aucune préférence pour une direction particulière du temps. Les informations sur la position et la vitesse d'une particule peuvent aussi bien prédire son mouvement futur que décrire son mouvement passé. Cela n'implique pas qu'une cause précède un effet, mais plutôt qu'il existe un schéma que les particules suivent. La notion de cause et effet à l'échelle macroscopique humaine découle de la flèche thermodynamique du temps, elle-même conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique. Flèche quantique du temps. Selon l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, les processus quantiques suivent l'équation de Schrödinger, qui est symétrique dans le temps, et l'effondrement de la fonction d'onde, qui est irréversible dans le temps. La flèche quantique du temps est déterminée par la direction dans le temps dans laquelle la fonction d'onde d'un système se réduit à une mesure. Même si l'état après mesure est entièrement probabiliste, on peut suggérer un lien avec la flèche thermodynamique du temps dans ce contexte. La version quantique de l'entropie pourrait être l'information. Lorsqu'un observateur perçoit l'effondrement de la fonction d'onde, en réalité, l'observateur devient entremêlé avec l'état mesuré ou son information. Ainsi, la flèche thermodynamique du temps correspond à une augmentation de l'entrelacement au fil du temps. Les chercheurs ont découvert qu'au niveau microscopique, la deuxième loi de la thermodynamique est respectée la plupart du temps. L'entropie augmente. Cela se produit parce que notre processus de mesure de l'information semble créer une flèche du temps. Inverser la flèche du temps est théoriquement possible pour les systèmes quantiques, car ils sont corrélés ou entrelacés, partageant certaines informations. La deuxième loi semble se dégrader en l'absence de corrélation entre les systèmes, ce qui met en lumière une subtile connexion entre la mécanique quantique et la thermodynamique. La flèche du temps est essentiellement une flèche de corrélation croissante. En abordant la question précédente, le mouvement macroscopique est régi par la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie augmente avec le temps, ce qui signifie qu'un système commence dans un état de faible entropie. Les interactions complexes entre les particules dans le système deviennent si compliquées que l'état final a très peu de chances de revenir à l'état initial. Ainsi, on peut dire que ces conditions initiales sont la cause de cette irréversibilité. Tout ce qui s'est déroulé depuis la formation de l'univers raconte une histoire d'entropie croissante. La flèche du temps, qui indique la direction allant de la faible à la haute entropie, n'est pas une caractéristique inhérente aux lois fondamentales de la physique. Elle existe à cause des conditions de départ particulières de notre univers. Cependant, une question demeure. Pourquoi un système commence-t-il dans un état de faible entropie? Une fois que nous comprendrons cela, il sera parfaitement clair pourquoi la flèche du temps s'étire de cette manière, de l'entropie faible dans le passé vers l'entropie élevée dans le futur. Imaginez recevoir une lettre de votre futur vous décrivant une série d'événements et de décisions que vous prendrez dans les semaines à venir. En faisant confiance à l'information, vous décidez de dévier des prédictions de la lettre en changeant délibérément vos actions. Cependant, vous réalisez bientôt que les changements que vous avez faits correspondent parfaitement à la version modifiée des événements décrits dans la lettre. Le paradoxe ici est de savoir si la lettre a prédit fidèlement votre futur, ou si vos tentatives de défier ces prédictions ont en réalité contribué à les réaliser. Ce scénario explore les complexités du libre arbitre, du déterminisme et des mystérieuses connexions entre le passé, le présent et le futur, dans le contexte de la flèche du temps. La situation décrite est un exemple de boucle causale ou paradoxe de la prédestination. Dans ce cas, il existe une relation circulaire entre les événements décrits dans la lettre du futur et les actions de la personne. La lettre semble prédire les événements, mais les tentatives de la personne pour changer ces événements finissent par provoquer les résultats même que la lettre avait prédits. Cela crée une boucle où la cause et l'effet s'entrelacent. Revenons à notre premier scénario, celui où la professeure Olivia crée un type de paradoxe. Le paradoxe réside dans le fait que le réflecteur temporel amélioré doit son existence à la version originale, qu'il finit par remplacer. La boucle temporelle crée une situation où il devient difficile de déterminer une origine claire pour l'information. L'information nécessaire pour améliorer le réflecteur temporel est transmise du futur au passé, mais sans point de départ distinct. Il s'agit d'une boucle sans commencement clair, aussi appelée paradoxe de la prédestination ou paradoxe bootstrap. Cela suggère un scénario où les événements n'ont pas de séquence claire de cause et d'effet,
mais forment plutôt une boucle fermée sans début ni fin identifiable. Ce type de paradoxe est un concept fascinant souvent exploré dans les discussions sur le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, voilà ce dont nous devons maintenant parler, car il semble que vous ne pouvez pas vraiment voyager dans le passé ou le futur sans provoquer un problème, ou ce que nous appellerons un paradoxe dans ce cas. Prenons cet exemple hypothétique. Un groupe de physiciens quantiques dans un laboratoire envoie une particule dans l'année 1800 pour observer les conditions de cette époque. Mais lorsque la particule arrive dans le passé, elle interagit avec une figure historique, modifiant ses actions. Cela déclenche l'effet papillon, un paradoxe ou même une petite interférence dans le passé a de grandes conséquences sur le présent et le futur. Les actions modifiées conduisent à un changement dans la ligne temporelle, créant une nouvelle réalité. Pour corriger cela, ils envoient une autre particule dans le passé, mais cela engendre un paradoxe de correction récursive. Chaque tentative de corriger la ligne temporelle entraîne plus de modifications, créant une boucle infinie de corrections et de changements. Se sentant coincés, ils essaient d'envoyer un message à leurs anciens eux-mêmes pour éviter l'expérience initiale de voyage dans le temps. Cela entraîne un autre paradoxe, appelé paradoxe de divergence de l'information. Le message crée une scission dans la ligne temporelle, où différentes versions des événements coexistent. Le laboratoire devient alors un centre d'incertitude temporelle, et les scientifiques se retrouvent pris dans une toile de paradoxes. Ce qui était au départ une idée simple du voyage dans le temps révèle sa nature complexe et imprévisible, poussant les scientifiques à remettre en question les conséquences de leurs explorations. Le voyage dans le temps est un voyage curieux, rempli de surprises inattendues qui défient notre compréhension habituelle des choses. Les détails des paradoxes temporels nous montrent que voyager dans le temps s'accompagne de sa propre série de complexités. À mesure que nous explorons le voyage dans le temps, nous nous demandons pourquoi ces paradoxes se produisent-ils ? Est-il possible de voyager dans le temps sans provoquer de tels problèmes ? La dynamique classique nous permet de prédire où un objet se trouvera à un moment donné en fonction de sa trajectoire et de sa vitesse. Cela s'applique à divers scénarios, que ce soit le mouvement de la Lune dans le ciel, le lancement d'une fusée vers un endroit précis sur Mars, ou attraper une balle en plein vol. Cependant, Albert Einstein a introduit l'idée que les objets massifs peuvent déformer l'espace-temps. Plus un objet est massif, plus il déforme l'espace autour de lui, créant une forte attraction gravitationnelle que nous percevons comme la gravité. Cette idée ouvre également des possibilités comme le voyage dans le temps et les boucles temporelles, où un événement peut exister à la fois dans le passé et le futur. Ces deux idées semblent se heurter, créant une contradiction. Germain Tobar, un mathématicien de l'Université de Stockholm, a cherché à concilier ces théories et y est parvenu mathématiquement. Que son équipe a-t-elle découvert ? Imaginez ce scénario. Vous remontez dans le temps pour empêcher la première personne de contracter la Covid-19. Si vous réussissez, cela crée un paradoxe, car cela éliminerait votre motivation initiale à remonter dans le temps. Même si vous arrêtez le patient zéro, vous pourriez vous infecter vous-même et devenir le nouveau patient zéro, ou quelqu'un d'autre le deviendrait. Quoi que vous fassiez, les événements importants s'ajusteront et se recalibreront autour de vous. Malgré vos efforts, la pandémie se produira toujours, donnant à votre moi plus jeune la motivation de remonter le temps pour l'arrêter. Aussi fort que vous essayez de créer un paradoxe, les événements s'ajusteront toujours d'eux-mêmes pour éviter toute incohérence. Les calculs que l'équipe de Tobar a découverts montrent que voyager dans le temps tout en exerçant son libre arbitre est logiquement possible dans notre univers, sans provoquer de paradoxe. En termes simples, les calculs de Tobar suggèrent que le temps a une façon de se corriger lui-même. Nous pensions que le temps était un système très sensible et complexe, où même un petit changement dans le passé pouvait avoir un impact significatif sur le résultat final de l'évolution du système. Cependant, Tobar propose que le temps, ou la nature elle-même, est plus robuste que nous le pensions. Cela soulève des questions sur le libre arbitre et le destin. Si nous ne pouvons pas changer le passé, qu'est-ce que cela implique pour notre capacité à faire des choix? Et qu'en est-il de l'effet papillon, où de petites actions entraînent de grandes conséquences? J'ai mentionné l'effet papillon plus tôt, qui est similaire à l'idée de cause à effet. Si Tobar a raison, que cela signifie-t-il pour l'une des règles les plus fondamentales que nous connaissons?
Nous enseignons aux enfants que leurs actions ont des conséquences, mais si le temps s'ajuste de lui-même, nos actions ont-elles vraiment des conséquences? Fait intéressant, des chercheurs du laboratoire national de Los Alamos ont fait leur propre découverte en utilisant un ordinateur quantique pour simuler un voyage dans le temps. Ils ont découvert que dans le domaine quantique, l'effet papillon n'existe pas. Dans leurs recherches, des qubits d'information ou bits quantiques ont voyagé dans un passé simulé. L'un d'eux a ensuite été gravement endommagé, de manière métaphorique, comme s'il avait écrasé un papillon. De manière surprenante, lorsque tous les qubits sont revenus dans le présent, ils semblaient largement inchangés. Cela suggère que dans le domaine quantique, la réalité se répare d'elle-même et que de petits changements dans le passé n'ont pas de grands impacts sur le présent. Ainsi, à une échelle quantique, l'effet papillon semble inexistant. De plus, le travail de Tobar suggère que mathématiquement, la même chose pourrait être vraie si les humains remontaient dans le temps. Dans les deux cas, ni le temps ni le résultat d'un changement majeur ne semblent altérer de manière significative le présent ou le futur, du moins autant que nous le comprenons actuellement. Si l'idée que le temps s'autocorrige et que l'absence d'effet papillon s'avère incorrecte, nous pouvons encore observer une forme de voyage dans le temps dans la réalité grâce à un phénomène connu sous le nom de dilatation temporelle. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, la dilatation temporelle se produit lorsqu'un objet se déplace à une fraction significative de la vitesse de la lumière ou se trouve dans un champ gravitationnel intense. Dans ces scénarios, le temps pour l'objet en mouvement ou influencé par la gravité semble passer plus lentement par rapport à un observateur stationnaire ou à un objet dans un champ gravitationnel plus faible. Cela signifie que le temps n'est pas vécu de manière uniforme à travers l'univers. Il peut être étiré ou compressé selon les conditions. Bien que cela ne soit pas le voyage dans le temps traditionnel que nous imaginons, c'est un effet scientifiquement validé qui montre que le temps est malléable dans certaines conditions. Dans le film Interstellar, il y a un exemple dramatique de dilatation temporelle. Matthew McConaughey et son équipe atterrissent sur une planète proche d'un trou noir, qui crée un champ gravitationnel extrêmement fort. En raison de l'influence gravitationnelle immense du trou noir, le temps ralentit considérablement pour l'équipage sur la planète. En conséquence, 1 heure passée sur cette planète équivaut à 7 années qui s'écoulent sur Terre. Lorsque l'équipage revient sur Terre, il découvre que la fille de Matthew McConaughey a vieilli et est devenue une vieille femme, alors que lui-même semble à peine avoir vieilli. En termes pratiques, la dilatation temporelle peut entraîner des effets tels que des astronautes vieillissant plus lentement pendant leur voyage dans l'espace ou des différences dans le rythme des horloges dans différents environnements gravitationnels. Bien que ces effets illustrent la nature relative du temps, ils ne permettent pas de voyager consciemment dans des événements passés. Les concepts théoriques comme les courbes de type temps fermé, souvent associés à certaines solutions des équations d'Einstein, sont spéculatifs et impliquent des conditions complexes telles que des trous de verre traversables ou des trous noirs en rotation. Cependant, ces idées restent purement théoriques et rencontrent des défis significatifs, tant conceptuels que pratiques. À ce jour, le consensus scientifique est que la dilatation temporelle, telle que décrite par la physique actuelle, ne permet pas de revenir dans le passé d'une manière qui corresponde à notre compréhension quotidienne du voyage dans le temps. Eh bien, il semble qu'il y ait toujours un inconvénient avec toutes ces théories, surtout lorsqu'il s'agit de la possibilité de voyager dans le passé. Pensez au temps comme à une rivière qui coule dans une seule direction. Imaginez-vous debout au bord de cette rivière, observant l'eau qui s'écoule devant vous. La rivière représente le temps, s'écoulant continuellement vers l'avant. Vous pouvez observer le mouvement de l'eau et sentir son courant, tout comme nous expérimentons la progression des moments dans nos vies. Alors que la rivière coule, elle emporte avec elle divers objets. Ces objets symbolisent les événements, les expériences et même les particules qui composent notre univers. Tout comme la rivière emporte ces événements en avant, le temps transporte les événements vers le futur, ajoutant sans cesse à son flux toujours grandissant. Maintenant, si nous tentions de nager à contre-courant, pour revenir à un point précédent dans la rivière, nous trouverions cela extrêmement difficile. La force du courant et la direction de son écoulement rendent presque impossible de remonter la rivière. De la même manière, la flèche du temps, gouvernée par l'entropie, rend extrêmement difficile de renverser la progression des événements
et de revenir dans le passé. Bien que nous ayons des souvenirs et des enregistrements du passé, le flux réel du temps nous pousse toujours vers le futur. Tout comme nous ne pouvons pas changer le cours d'une rivière, nous ne pouvons pas non plus altérer la direction de l'écoulement du temps. Il avance inexorablement, nous transportant le long de son courant. Pour mieux comprendre le temps, imaginez-le comme une rivière qui coule avec une direction inébranlable. Cela nous aide à saisir le concept de l'irréversibilité du temps et les défis que nous rencontrons lorsque nous tentons de voyager à contre-courant de son flux naturel. Aristote, le philosophe grec ancien, considérait le temps comme un aspect fondamental de la nature. Il définissait le temps comme la mesure du mouvement et du changement. Selon Aristote, le temps est inséparable du monde physique et dépend du mouvement et de la succession des objets et des événements. Il croyait que le temps n'existe que par rapport à ces changements, soulignant la connexion entre le temps et le déploiement de l'univers. En avançant dans le temps, nous rencontrons René Descartes, le célèbre philosophe français du XVIIIe siècle. Descartes voyait le temps comme un élément essentiel de nos expériences mentales. Il proposait que notre perception du temps émerge du fonctionnement de notre esprit. Descartes affirmait que notre sens interne de la durée est la base de notre compréhension du temps, mettant en lumière la nature subjective de nos expériences temporelles. Plus tard, Emmanuel Kant, le philosophe allemand du XIXe siècle, explore la nature du temps en relation avec notre perception du monde. Il considérait le temps comme un cadre nécessaire imposé par notre esprit pour donner un sens à nos expériences sensorielles. Selon Kant, le temps est une structure subjective à travers laquelle nous organisons nos perceptions, nous permettant d'établir une compréhension cohérente du monde extérieur. Au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, offrait une perspective unique sur le temps. Nietzsche considérait le temps comme une construction humaine qui façonne notre compréhension de la réalité. Il soutenait que notre perception du temps est influencée par notre contexte culturel et sociétal. Nietzsche remettait en question la notion traditionnelle du temps linéaire et soulignait la nature subjective et interprétative des expériences temporelles. Avançons vers le XXe siècle, où nous rencontrons Martin Heidegger, le philosophe allemand qui a profondément exploré le concept du temps. Heidegger affirmait que notre compréhension du temps ne se limite pas à une simple mesure ou à une succession d'événements. Il proposait que le temps est le fondement même de notre existence, façonnant notre être dans le monde. Selon Heidegger, le temps n'est pas seulement une progression linéaire, mais une interaction complexe entre le passé, le présent et le futur, qui se déroule à travers notre engagement avec le monde. Qu'en est-il vraiment maintenant? La relativité de la simultanéité, telle que proposée par la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, remet en question notre notion conventionnelle des événements simultanés. En raison des effets de la dilatation du temps, un instant vécu par un observateur se déplaçant à grande vitesse peut ne pas s'aligner exactement avec celui vécu par un autre observateur dans un cadre de référence différent. Les conséquences de ce phénomène rendent impossible de déterminer de manière définitive le même moment à deux endroits différents, introduisant ainsi une ambiguïté perplexe. De plus, notre perception du présent est elle-même empreinte de complexité. Lorsque nous observons des objets ou des individus, la lumière qui atteint nos yeux transporte des informations provenant du passé, introduisant un décalage temporel entre l'occurrence réelle et notre perception. En conséquence, le concept de maintenant devient une notion localisée, une bulle dans laquelle nous existons. Même nos observations d'objets célestes éloignés sont soumises à ce décalage, car la lumière provenant de ces objets met un temps considérable à nous parvenir. La physique moderne remet en question la vision traditionnelle du temps comme un flux linéaire. Elle révèle plutôt une interaction dynamique entre la gravité et le passage du temps. La dilatation gravitationnelle du temps, une conséquence de la relativité générale, montre que le temps s'écoule plus lentement en présence de champs gravitationnels puissants. Cela signifie que les horloges dans l'espace, où l'attraction gravitationnelle est plus faible, avancent à un rythme légèrement plus rapide que celle sur Terre. Cet effet intrigant n'affecte pas seulement le temps, mais aussi le comportement des systèmes physiques. Les machines dans l'espace peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées, et les processus biologiques, comme la floraison des fleurs, peuvent se dérouler plus rapidement. La cause sous-jacente de cette différence temporelle réside dans l'influence de la masse. Les objets massifs, comme les planètes et les trous noirs,
déforme le tissu de l'espace-temps, provoquant un étirement ou une courbure du temps. Cette dilatation gravitationnelle du temps se manifeste comme une différence dans la mesure du passage du temps entre des lieux ayant des champs gravitationnels de forces variées. En contemplant la nature du temps, nous sommes confrontés à des questions controversées qui défient notre compréhension de la réalité. Le temps passe-t-il vraiment ou s'écoule-t-il? Le présent est-il un phénomène universel ou une construction localisée? Comment l'interaction entre la gravité et le temps façonne-t-elle notre perception de l'univers? Ces questions nous poussent vers une exploration plus approfondie, nous invitant à plonger plus profondément dans l'énigme du temps. Je m'arrête et ne fais rien. Rien ne se passe. Je pense à rien. J'écoute le passage du temps. C'est ainsi que le temps nous est familier et intime. Nous sommes pris par lui, dans cette ruée des secondes, des heures, des années qui nous poussent vers la vie, puis nous traînent vers le néant. Nous habitons le temps comme les poissons vivent dans l'eau. Notre être est être dans le temps. Sa musique solennelle nous nourrit, nous ouvre le monde, nous trouble, nous effraie et nous apaise. L'univers se déploie vers le futur, entraîné par le temps, et existe selon l'ordre du temps. Dans la mythologie hindoue, le temps est comparé à la rivière du cosmos, représentée à travers la danse sacrée de Shiva. Cette danse soutient le flux de l'univers et incarne le temps lui-même, un concept qui semble universel et évident. Cependant, la réalité est plus complexe qu'elle n'en a l'air, tout comme la Terre semble plate, mais est en fait sphérique, ou comme le Soleil semble tourner autour de nous, alors que c'est nous qui tournons. La structure du temps n'est pas aussi uniforme et universelle qu'elle en a l'air. La nature du temps est un profond mystère, intimement lié à d'autres énigmes comme celle de la nature de l'esprit, de l'origine de l'univers, du destin des trous noirs et du fonctionnement de la vie sur Terre. La curiosité que suscite la réalisation que le temps n'est pas ce que nous croyons engendre de nombreuses questions. Vivons-nous dans le temps ou est-ce le temps qui vit en nous? Que signifie vraiment dire que le temps passe? Qu'est-ce qui lie le temps à notre nature en tant que personne, à notre subjectivité? Qu'est-ce que j'entends réellement quand j'essaie d'écouter le flux du temps? Peut-être que le mystère du temps est finalement plus une question de nous-mêmes que du cosmos. Si nous ne pouvons pas changer notre passé, qu'est-ce que cela dit de notre futur? Peut-être y a-t-il plus dans le concept du destin que nous ne le pensions. Est-il possible que tout et chacun ait un but, que tout ce que nous faisons et tout ce qui se passe autour de nous est censé arriver? Que le temps veut que cela se produise? Ou peut-être que le temps est plus malléable pendant qu'il se déroule, et qu'il se solidifie une fois les événements passés, ce qui expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas l'altérer. Peut-être cela explique-t-il pourquoi, à une grande échelle, nous faisons l'expérience de la cause et de l'effet, car le futur, pour nous, ne s'est pas encore produit et est encore en train de se dérouler. Eh bien, à mesure que le temps avance, les réponses à ces questions se dévoileront progressivement, révélant les mystères de notre existence dans le temps et illuminant la connexion profonde entre le flux du temps et la nature de notre être. Cela nous rappelle que, en réfléchissant au temps, nous réfléchissons en fait à l'essence même de ce que signifie être humain. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et je vous retrouve dans la prochaine.